Le tant attendu chapitre 2 de Confession d'un masque de Yukio Mishima. Mais si vous avez bien lu le message que j'ai envoyé dans l'onglet communauté, vous avez vu déjà que la première vidéo était très longue. Et bien, vu que le chapitre 2 est encore plus long, j'ai décidé de le séparer en deux. Donc aujourd'hui et demain, vous allez avoir les deux parties du chapitre 2. Donc aujourd'hui c'est la première partie de la page 51 à 85 et demain de 86 à 120. Quand on va être rendu au chapitre 3, je vais vous dire la séparation, mais là aussi, chapitre 3 encore plus long, qui est le double du chapitre 2, va être séparé en 4 vidéos. Donc, pour aujourd'hui, commençons le chapitre 2 et lisons environ la moitié. Ça me semble approprié. Chapitre 2. On se rappelle qu'on avait fini sur ça. Il y avait pourtant un détail très net, un seul, qui m'éblouissait, me donnait du vague à l'âme, m'emplissait le cœur d'un tourment dont j'ignorais la cause. L'expression d'extase affichée sur le visage des porteurs de Mikoshi, une expression des plus lubriques. Chapitre 2. Depuis un peu plus d'un an déjà, je souffrais des tourments de l'enfant à qui l'on aurait attribué un jouet insolite. J'avais 12 ans. Ce jouet, chaque fois qu'il en avait l'occasion, augmentait de volume et insinuait que, selon l'usage qu'on en faisait, il pouvait se révéler tout à fait captivant. Or, comme son mode d'emploi ne figurait nulle part, quand il était pris de l'envie de s'amuser avec moi, il me plongeait immanquablement dans l'embarras. Ma honte et ma fébrilité me poussaient même parfois, lorsqu'elle s'intensifiait, à vouloir lui infliger des blessures. Mais pour finir, c'était toujours moi qui capitulais devant ce jouet impertinent, détenteur de secrets délicieux, et j'en étais réduit à contempler passivement ses transformations. Bientôt, pourtant, je me sentis disposé à tendre l'oreille, avec plus de détachement, à ce qui éveillait des échos chez ce jouet. Je m'aperçus alors qu'il possédait des goûts déjà bien définis, une logique, en quelque sorte. Loin de se nourrir seulement de mes souvenirs d'enfance, il était lié à une succession de scènes que j'avais vues de mes yeux. Le corps nu d'un garçon sur le rivage marin en été, un nageur s'entraînant à la compétition dans la piscine de Gingu-gayen. Le jeune homme au teint bistré qui s'était marié avec l'une de mes cousines, les héros valeureux de nombreux romans d'aventure. Jusqu'alors, j'avais confondu cette série d'images avec d'autres qui relevaient d'une catégorie exclusivement poétique. Ce jouet, lui aussi, dressait la tête devant la mort, le sang et les corps fermes. Les duels sanglants ornant la page titre de la revue Kodan, que j'empruntais en secret à notre étudiant à demeure, les illustrations de jeunes samouraïs s'ouvrant le ventre, celles de soldats frappés d'une balle qui, tout en serrant les dents, agrippaient leur veste d'uniforme d'une main dégoulinante de sang, les photos de lutteurs de sumo, pas trop corpulents et tout en muscles, ayant le rang de komusubi. À la vue de telles images, mon jouet dressait aussitôt la tête avec curiosité. Si ce terme de curiosité semble inapproprié, il est possible de le remplacer par amour ou par désir. Le Kodanzashi, c'est une revue richement illustrée de littérature populaire créée en 1915. Elle connut un immense succès dans les années 1930, toutes générations confondues. Et le Komusubi, dans la classification des lutteurs de sumo appartenant à la division supérieure, les Komusubi viennent en 4e position par ordre décroissant. À mesure que je comprenais mieux les causes de cette volupté, une impulsion me poussa à la rechercher de façon parfaitement consciente. Et je parvins bientôt à opérer des choix, à mettre de l'ordre dans tout cela. Quand l'illustration d'une de ces revues me semblait imparfaitement composée, j'en faisais d'abord une copie au crayon de couleur pour y apporter les corrections nécessaires. Après quoi, le dessin montrait par exemple un jeune artiste de cirque tombé à genoux, les bras serrés contre sa poitrine, troué d'une balle, ou un funambule qui, s'étant fendu le crâne en chutant de sa corde, gisait sur le sol, le visage à moitié couvert de sang. Et même quand j'étais à l'école, j'avais si peur qu'on me découvre ces cruels dessins, enfermés dans un tiroir du meuble bibliothèque à la maison, que le contenu des cours n'arrivait guère jusqu'à mes oreilles.
mais pensant à l'attachement de mon jouet pour toutes ces images, je sentais bien que les déchirer et les jeter aussitôt après les avoir crayonnés était pour moi de l'ordre de l'impossible. Assez étrange les dessins, hein? Faudrait peut-être consulter un psy. C'est ainsi que mon jouet impertinent passa des jours et des mois stériles, sans savoir comment atteindre ni ses fins premières, bien peu dignes d'intérêt, ni l'objectif accessoire auquel il était destiné. Je veux parler des mauvaises habitudes. Dans mon entourage immédiat, toutes sortes de changements s'étaient produits. Ma famille quittait la demeure où j'étais né, avait déménagé dans un autre quartier pour s'installer dans 2 logements différents, situés dans une 50aine de mètres à peine l'un de l'autre. La maisonnée s'était donc scindée en 2, moi avec mes grands-parents, mon frère et ma sœur, plus jeunes avec nos parents. Merde, pardon, j'ai mal lu ça. Donc, la maisonnée s'était donc scindée en 2, moi avec mes grands-parents, mon frère et ma sœur plus jeunes avec nos parents. J'avais mal exprimé. Entre-temps, mon père, sur ordre du gouvernement, partit en mission à l'étranger et ne revint qu'après avoir parcouru plusieurs pays d'Europe. Bientôt, mes parents changèrent encore de logement. Mon père, profitant de l'occasion, prit enfin la décision tardive de me faire revenir chez lui. Et c'est donc au terme d'une scène de séparation d'avec ma grand-mère, digne, selon lui, d'un mélodrame du théâtre moderne, que je déménageais, moi aussi, dans cette nouvelle maison. Elle était désormais séparée de celle où vivaient mes grands-parents par plusieurs gares des chemins de fer nationaux et un certain nombre d'arrêts du tramway municipal. Ma grand-mère pleurait nuit et jour en serrant ma photo contre son cœur, et si je trahissais mon engagement d'aller dormir chez elle une fois par semaine, aussitôt, elle piquait une crise de nerfs. Bref, à 13 ans, j'avais une amoureuse idolâtre, âgée de 60 ans. Sur ces entrefaites, mon père, muté à Osaka, laissait le reste de la famille à Tokyo. Un jour, profitant d'un début de rhume qui me permettait de manquer l'école, j'emportais dans ma chambre plusieurs livres d'or que mon père avait rapportés comme cadeau de ses voyages à l'étranger, et je me mis à les regarder avec une grande attention. Plus que tous les autres, les guides de divers musées d'Italie m'enchantèrent à cause des photos de statues grecques qui y figuraient. Il y avait aussi quelques tableaux célèbres, parmi eux les nus, quand ils étaient reproduits en noir et blanc, correspondaient le mieux à mes goûts. Pour une raison bien simple. Sur cette forme, il me semblait encore plus réel. C'était la première fois que j'avais sous les yeux ce genre d'ouvrage, car mon avare de père ne supportant pas l'idée qu'il puisse être sali par des doigts d'enfant, les cachait au fond de sa bibliothèque. Sans doute craignait-il aussi que je sois fasciné par les nus féminins qui figuraient sur ses chefs-d'œuvre, mais alors quelle méprise de sa part! Tandis que moi, justement, j'éprouvais à leur regard bien moins de curiosité que pour les frontispices de la revue Kodan. Arrivé presque en fin de volume, je passais à la page suivante. Surgit alors d'un coin de cette page un portrait qui, à mes yeux, n'avait pu être peint que pour moi, qui depuis toujours n'attendait que moi. C'était le Saint-Sébastien de Guido Reni, conservé à Gênes, à Palazzo Rosso. Sur un fond sombre, laissant entrevoir dans les lointains une forêt et le ciel du soir empreint de mélancolie et rappelant la manière du Titien, un tronc d'arbre noir, légèrement incliné, servait de poteau d'exécution. Un jeune homme d'une incomparable beauté était attaché nu à cet arbre. Ses bras levés étaient croisés très haut. La corde qui ligotait ses poignets se trouvait également attachée au tronc. On ne voyait pas d'autre lien, et seule une grossière étoffe blanche nouée de façon très lâche autour de ses reins voilait sa nudité. Même moi, j'étais en mesure de deviner qu'il s'agissait d'une scène de martyr. Mais paradoxalement, il émanait de cette représentation d'un saint chrétien, peint par une esthète appartenant à l'école éclectique de la fin de la Renaissance, un parfum prégnant de paganisme. En effet, contrairement à ce qu'on peut voir dans les autres tableaux de saints, ce corps comparable à celui d'Antinous ne portait aucune marque de cette décrépitude ou de ces tourments que l'on associe souvent aux ailes des prosélytes. Il était que jeunesse, que lumière, que beauté, que volupté. Ce corps nu d'une blancheur sans égale irradiait sur fond de crépuscule. Ses bras robustes de ceinturion, habitués au tir à l'arc et au maniement du glaive, étaient levés selon un angle naturel et ses poignets entravés
se croisaient juste au-dessus de sa chevelure. Dans son visage, légèrement tourné vers le haut, les yeux grands ouverts contemplaient avec une paix profonde la gloire du ciel. Sur son torse bombé, sur son ventre tendu, autour de son bassin légèrement déhanché, flottait comme un vacillant. Non pas la souffrance, mais les ondes d'une délectation empreinte de mélancolie, pareille à une musique. Nurse était les flèches profondément fichées, l'une sur son aisselle gauche, l'autre sur son flanc droit. Sa posture rappelait plutôt celle d'un athlète romain qui, appuyé contre l'arbre d'un jardin, à la tombée du jour, se repose après l'effort. Ces flèches mordaient dans sa chair ferme, éclatante de jeunesse, et semblaient, de leur flamme de douleur et de joie suprême, consumer son corps de l'intérieur. Cependant, ni les filets de sang, ni les traits innombrables que l'on peut voir dans d'autres tableaux de Saint-Sébastien n'étaient représentés. Il y avait seulement ces deux flèches, dont le reflet doux et harmonieux tombait sur sa peau de marbre, comme l'ombre des branches sur des degrés de pierre. Quoi qu'il en soit, ces impressions et ces observations ne me vinrent que bien plus tard. À l'instant même où je découvris ce tableau, tout mon être vacilla, emporté par une jouissance païenne. Mon sang s'emballa dans mes veines, mon organe s'irrigua des teintes de la fureur. On sait très bien de quel organe on parle. Cette partie de moi, devenue énorme, prête à éclater, attendait avec une véhémence jusqu'alors inconnue que je fasse usage d'elle, me reprochait mon ignorance, haletait d'indignation. Ma main, à mon insu, découvrit un geste qu'on ne lui avait jamais enseigné. Je sentis monter du fond de moi, dans une attaque précipitée, quelque chose de sombre et de radieux à la fois. Et soudain, cela jaillit, dans une ivresse aveuglante. Au bout d'un moment, je parcourus du regard le bureau qui me faisait face, en me sentant bien lamentable. Par la fenêtre, un érable étendait sur l'encrier. Mes manuels scolaires, le dictionnaire, le livre d'or et mes cahiers, son ombre claire. Des éclaboussures d'un blanc laiteux avaient giclé un peu partout, sur le titre gravé à l'or d'un manuel d'école, sur le flanc de mon encrier, sur un coin du dictionnaire. Certaines goûtaient, mornes et langoureuses, d'autres brillaient d'une lueur morne, comme des yeux de poisson mort. Par bonheur, un geste réflexe de ma main avait protégé le livre, lui évitant d'être souillé. Ce fut ma première éjaculation. Ce fut aussi la première de mes mauvaises habitudes, malhabiles et intempestives. Je pense que je peux vous dire que éjaculo, c'est en latin dans le texte original, et évidemment, je pense que c'est assez clair, qu'on parle d'éjaculation. Hein. Je pense que, désolé si c'est trop vulgaire pour YouTube, hein, mais bon. On avait compris, hein, le liquide, blanchâtre, bon, pas besoin, voilà, on avait compris. D'après Hirschfeld, les tableaux de Saint-Sébastien viennent au premier rang des œuvres d'art plastique particulièrement appréciées des invertis, ce qui, dans mon cas, me semble une coïncidence très intéressante. Une telle observation laisse facilement supposer que chez une écrasante majorité d'entre eux, notamment ceux chez qui cette tendance est innée, les pulsions homosexuelles et sadiques s'entremêlent de façon inextricable. Selon la tradition, Saint-Sébastien serait né au milieu du 3e siècle et après avoir pris la tête d'une centurie romaine, aurait été martyrisé vers l'âge de 30 ans, ce qui mit un terme à sa brève existence. Il mourut en 288 sous le règne de l'empereur Dioclétien. Celui-ci, un homme qui était hissé à la force du poignet jusqu'au pouvoir suprême, était très aimé pour sa bonté, mais Maximien, le co-empereur, détestait le christianisme, le condamna à mort. Il condamna à mort un jeune Africain, Maximilianus, qui, pour se conformer aux principes de paix de cette religion, avait refusé de s'enrôler dans l'armée romaine. Un centurion du nom de Marcellus subit le même sort pour avoir professé ses convictions religieuses identiques. On comprend mieux le martyre de Saint-Sébastien quand on le remplace dans ce contexte historique. Sébastien le centurion, après avoir adhéré secrètement au christianisme, alla réconforter en prison certains de ses co-religionnaires et convertit également à sa foi des citoyens de Rome, y compris le préfet. Quand ces initiatives furent découvertes, Dioclétien le condamna à mort. Son cadavre, percé d'une multitude de flèches, fut abandonné sur le lieu de son exécution. Mais une veuve venue l'enterrer se rendit compte que le corps avait conservé sa chaleur. Elle lui prodigua des soins qui firent renaître Sébastien. Aussitôt ressuscité, celui-ci s'opposa à l'empereur en proférant des blasphèmes contre les divinités païennes.
Tant païenne, ça veut pas dire pas de religion. Il me semble que c'est un peu étrange, divinité païenne, mais bref. Et cette fois, il fut battu à mort à coups de verge. J'espère que c'est pas les verges que je pense. Quoique, ça serait ironiquement logique. Ce retour à la vie, apporté par la légende, répond au besoin qu'a l'homme de croire au miracle. Quel corps, en effet, pourrait renaître des blessures infligées par d'innombrables flèches? De quelle nature étaient mes transports de volupté? Afin de me faire mieux comprendre, je transcris ici un poème en prose inachevé que j'écrivis quelques années plus tard. C'est un poème qui est de la page 60 à 64. Donc c'est un très long poème. C'est bien un poème. Saint-Sébastien. Un jour, j'ai découvert de l'autre côté de la fenêtre de la classe, se balançant au vent, un arbre qui n'était pas très haut. Comme je le regardais, mon cœur se mit à palpiter. C'était un arbre d'une beauté saisissante. Il formait sur la pelouse un triangle aux lignes régulières, mais légèrement incurvé, et ses nombreuses branches qui s'étendaient symétriquement à droite et à gauche, à la manière d'un chandelier, soutenaient son feuillage alourdi, sur lequel on apercevait un tronc solide comparable à un socle d'un noir d'ébène. Parfaitement construit, délicatement fini et sans perdre pour autant cet air de grâce nonchalante, propre aux choses de la nature, l'arbre se dressait là, gardant un silence radieux, comme s'il était lui-même son propre créateur. Et assurément, c'était une œuvre, sans doute une œuvre musicale, une œuvre composée par un grand maître allemand pour un orchestre de chambre. Une musique qui faisait naître une sorte de plaisir sacré, félicité religieuse et calme pleine de cette solennité, de cette nostalgie qui émane des motifs de certaines tapisseries murales. Voilà aussi pourquoi l'analogie entre la forme de l'arbre et la musique prit pour moi quelque sens caché. Et quand l'une et l'autre se conjuguant en un tout encore plus puissant, plus profond, virent m'assaillir, comment s'étonner de ce que cette émotion merveilleuse et indicible, loin d'emprunter le registre du lyrisme, releva de cette sombre ivresse résultant de l'alliance entre religion et musique, et soudain je m'interrogeais. Ne s'agirait-il pas de cet arbre? L'arbre auquel le jeune saint fut attaché, main derrière le dos, et dont le tronc dégoulinait d'un flot de sang sacré, comme les gouttes qui persistent après la pluie, l'arbre romain, contre lequel son corps juvénile, embrasé par les affres de l'agonie, ce corps qui portait les marques ultimes de toute souffrance, de toute volupté éprouvée en ce monde, se tordait de douleur, la chair brutalement écorchée par l'écorce. Les chroniques des saints martyrs rapportent que durant les quelques années qui suivirent le sac de Dioclétien, tandis que celui-ci revêt d'un pouvoir sans frein pareil au vol d'un oiseau, que nul obstacle n'arrête, un jeune centurion doté à la fois d'un corps souple, rappelant celui de l'illustre esclave oriental, aimé de l'empereur Adrien, et d'un regard de révolté, impitoyable comme la mer, fut arrêté pour avoir commis le crime de servir un dieu interdit. Il était beau et hautain. Son casque s'ornait d'un lys blanc que lui offraient chaque matin les jeunes filles de la ville. Lors des moments de détente entre deux violentes manœuvres, ce lys qui épousait le flot de sa chevelure virile retombait gracieusement sur sa nuque, donnant à celle-ci toutes les apparences d'un col de cygne. Nul ne savait où il était né, ni d'où il venait, mais tous avaient le même pressentiment. Si ce jeune homme au corps d'esclave, au regard de roi, se retrouvait parmi eux, il n'était que de passage et bientôt s'en irait. Cet Endymion était le berger d'un troupeau d'agneaux, un être choisi pour les emmener paître sur des herbages d'un vert plus sombre que tous les autres. En outre, un certain nombre de jeunes filles croyaient fermement qu'il était venu de la mer, car dans sa poitrine, on entendait le grondement des flots, car dans ses yeux flottait l'horizon mystérieux et ineffaçable laissé par l'océan, en guise de souvenir au fond des prunelles de tous ceux qui, nés sur ses bords, ont pourtant dû un jour s'en éloigner. Car ces soupirs, aussi ardents que le vent marin du plein été, avaient l'odeur des algues jetées sur le rivage. La beauté de Sébastien, jeune capitaine de la garde prétorienne, n'était-elle pas de celle promise à une mort violente? Les femmes robustes de Rome, aux 5 sens nourries par les délices des viandes ruisselantes de sang et par la saveur des vins fins, qui secouaient les os, ne l'aurait-elle pas aimé à cause de son destin funeste, vite entrevu par elle alors que lui-même l'ignorait encore? Sous sa peau blanche, le sang, guettant l'occasion imminente de gicler par les trous de sa chair déchirée, courait encore plus de fougue que d'ordinaire. Comme les femmes, n'auraient-elles pas prêté l'oreille au désir violent d'un tel flot de sang?
Ne parlons pas de sort infortuné. Son sort n'eut rien de malheureux, il était plus insolent, plus funeste, au point d'être digne du qualificatif d'éblouissant. Ainsi même au cours des embarrassements les plus suaves, peut-être avait-il senti bien des fois tout vivant qu'il était passer sur son front les tourments d'agonie. Lui-même, d'ailleurs, le pressentait confusément. Ce qui l'attendait au bout de la route n'était autre que le martyre. Ce qui le distinguait du commun des mortels n'était d'autre que cette marque de l'adversité. Donc ce matin-là, Sébastien, pressé par ses écrasantes charges militaires, s'est levé d'un bond au point du jour. À l'aurore, il avait vu en songe des pies de mauvais augure, s'abattant en foule sur sa poitrine et recouvrant sa bouche de leurs ailes palpitantes. Et ce songe s'attardait encore à son chevet. Cependant, la couche sommaire où il s'attendait chaque nuit exhalait une odeur d'algues jetées sur le rivage qui promettait de l'entraîner chaque nuit encore vers des rêves d'océan. Debout près de la fenêtre, il se vêtit de son armure aux lamelles grinçantes, tout en contemplant au-dessus du bois qui entourait un sanctuaire dans le lointain, les constellations de Mazaroth sur le point de sombrer à l'horizon. Comme son regard allait vers ce magnifique sanctuaire païen, sur l'arc de ses sourcils apparut l'expression qui lui seyait le mieux, un mépris proche de la douleur. Invoquant le nom du Dieu unique, il murmura quelques versets redoutables des Saintes Écritures. Il entendit alors, pareil à l'écho mille et mille fois amplifié de sa voix presque inaudible, une plainte qui émanait, en n'en plus douter du sanctuaire, de ces rangées de colonnes découpant de leurs silhouettes le ciel étoilé. Une plainte qui envahissait tout l'espace alentour de ses résonances solennelles. Cette rumeur, troublant le ciel de ses grondements, évoquait quelques étranges effondrements de strates accumulées. Sébastien sourit, puis baissant les yeux vers la rue, il regarda le groupe des jeunes filles qui, dans l'obscurité de l'aube, tenant chacune à la main un lys encore endormi, montaient furtivement vers sa demeure, comme d'habitude, pour les prières matinales. Tout ça, c'était le poème Saint-Sébastien. Deuxième année de collège, c'était le plein hiver. Nous avions pris l'habitude de porter des pantalons longs et de nous interpeller simplement par nos patronymes. À l'école primaire, le maître nous avait ordonné de coller à ceux-ci, quand nous parlions entre nous, le suffixe san, utilisé dans le style de politesse minimum pour s'adresser indifféremment à un homme ou une femme, quel que soit son âge, mais plus rarement entre les enfants. C'est pour ça que souvent dans des films qui mélangent Occident et Orient, tu as un personnage, je sais pas moi, il s'appelle John, mais il va se faire appeler John San. Ouais, c'est une marque de respect. En outre, il est interdit, même au plus fort de l'été, de laisser nos genoux nus sous nos culottes courtes. Si bien que notre première joie, mettant enfin des pantalons, avait été d'abandonner pour toujours les fixes chaussettes qui nous sciaient les cuisses. Et nous étions en outre accoutumés au plaisir raffiné de nous moquer de nos professeurs. À nos rendez-vous, dans le salon de thé de l'école, où nous invitions à tour de rôle à nos jeux dans la jungle, qui consistait à galoper dans les bois entourant l'établissement, et à la vie de pensionnaire. Sauf que moi, j'étais le seul à tout ignorer de cette vie à l'internat, quand mes parents, si précautionneux, alléguant ma santé fragile, avaient obtenu de me faire exempter de cette obligation à laquelle tout élève devait se plier en première et deuxième année de collège. Mais une fois de plus, la raison majeure n'était autre que de m'empêcher d'apprendre de vilaines choses. Les externes étaient très peu nombreux. À partir du dernier trimestre de la deuxième année, un nouveau vint rejoindre notre petit groupe. Il s'appelait Omi. Il venait d'être expulsé de l'internat à cause de la brutalité de sa conduite. Jusqu'alors, je ne lui avais pas vraiment prêté attention, mais à partir du moment où il fut marqué par cette expulsion du sceau prestigieux du dévergondage, j'eus soudain beaucoup de mal à le quitter des yeux. Un jour, un camarade bien en chair, qui avait tout de la bonne pâte, s'approcha de moi, un sourire dessinant des fossettes sur ses joues. Il avait toujours ce genre d'expression lorsqu'il détenait quelques informations confidentielles. « Hé, j'en ai une bien bonne à te raconter. » Je m'éloignais du radiateur. Sortant dans le couloir avec cette bonne pâte, je m'appuyais contre une fenêtre d'où l'on voyait en contrebas le terrain de tir à l'arc balayé par le vent. C'était l'endroit où nous allions généralement pour y tenir nos conversations secrètes. « Figure-toi, commis, mon ami semblant avoir du mal à poursuivre était déjà rouge comme une pivoine. Ce garçon, un jour, qu'en cinquième année d'école primaire, nous parlions tous ensemble de ces choses-là, nous avait contredit tout net avec cet argument judicieux.
C'est complètement faux. D'ailleurs, moi, je m'y connais. C'est également lui qui, apprenant que le père de l'un de ses camarades était paralysé, m'avait conseillé de ne pas trop m'approcher de ce garçon sous prétexte que la paralysie était une maladie contagieuse. Vachement con, lui. Hein? Ben quoi, Omi? Qu'est-ce qu'il a fabriqué? Alors que je continuais en famille à utiliser les formes polies du langage féminin, dès que j'arrivais à l'école, j'adoptais le parler relâché des hommes adultes. Je te jure que c'est vrai. Il paraît que ce type, il a déjà de l'expérience. C'était plus que vraisemblable. Omi avait dû redoubler plusieurs fois. Physiquement, il était bien charpenté, et sur le galbe de son visage flottait comme un air de jeunesse privilégiée qui le distinguait de nous tous. Sa nature inexplicablement hautaine n'était pas dénuée de noblesse. À ses yeux, rien n'était digne d'échapper à son mépris. Les brillants élèves, les enseignants, les agents de police, les étudiants, les salariés, tous, pour la simple raison qu'ils étaient brillants élèves, professeurs, agents de police, étudiants ou salariés, étaient la cible de ses regards dédaigneux et de ses rires moqueurs. Sans blague! Je ne sais pourquoi, l'image d'Omi en train de nettoyer d'une main experte les fusils que nous utilisions pour les exercices militaires me vint immédiatement à l'esprit. C'était le favori de l'instructeur et du professeur de gymnastique, qui étaient bien les seuls à le traiter avec des regards exceptionnels. Et je revis soudain son allure fringante de chef de section. Alors voilà, c'est pour ça. Mon ami laissa échapper ce petit ricanement aigriard que les collégiens sont seuls à comprendre. Son machin à lui, il était énorme à ce qu'il paraît. La prochaine fois qu'on jouera au vilain, touche-le un peu pour voir. Comme ça, tu t'en rendras compte. Le vilain était un jeu traditionnel qui faisait des ravages dans notre collège parmi les élèves de première et de deuxième année. Et à l'instar de tous les autres jeux, il tenait plus de l'épidémie que du véritable divertissement. Il se pratiquait au grand jour, sous les yeux de tous. L'un d'entre nous, nommons-le A, était planté là, rêvassé. Un autre, après l'avoir longuement épié, venait vers lui, sur le côté, et visant le bon endroit, tendait la main. Quand le vainqueur, B, avait touché juste, il s'enfuyait, à quelques distances de là, et criait à tue-tête « Il est mastoc, son machin! Il est mastoc! » Quelle que soit l'impulsion qui nous poussait à pratiquer ce jeu, on aurait dit qu'il était uniquement fait pour nous permettre de contempler l'allure ridicule de la victime qui, en laissant tomber d'un coup ses livres de classe ou tout autre objet qu'elle tenait sous le bras, elle tentait de protéger de ses deux mains l'endroit visé. Cependant, à strictement parler, grâce à nos rires, nous pouvions nous libérer de la honte découverte en nous-mêmes. Et cette commune honte que matérialisaient les joues en feu de la victime, nous étions satisfaits de la tourner en dérision en prenant un peu de hauteur. La victime, comme si elle était de mèche avec les autres, se mettait aussi à crier « Ah, vraiment, ce B, comme il est vilain! » Et tout le monde autour de reprendre en chœur. « Oh, vraiment, ce B, comme il est vilain! » Omi était champion à ce jeu. Ses attaques fulgurantes se soldaient en général par une victoire. D'ailleurs, quelque chose laissait à penser que les autres garçons attendaient secrètement d'être attaqués par lui. En revanche, il était souvent en butte aux vengeances de ses victimes. Mais aucune d'entre elles n'était couronnée de succès. Omi marchait toujours avec une main glissée dans l'une de ses poches. Dès qu'il était sur le point de tomber dans une embuscade, cette main rejoignait aussitôt l'autre pour former devant lui un double bouclier protecteur. Les propos de mon ami nourrirent en moi des pensées assez comparables à de mauvaises herbes vénéneuses. Jusqu'alors, comme tous mes camarades, j'avais participé au jeu du vilain avec une extrême innocence. Mais j'eus l'impression que les paroles en question favorisaient désormais des associations d'idées inévitables entre ma vie solitaire, ses mauvaises habitudes, isolée de façon stricte dans mon inconscient, et ma vie en collectivité, matérialisée par ce jeu. Cela, je pus m'en assurer en constatant que son touche-là un peu pour voir, aussitôt formulé, s'était chargé au fond de moi, quoique j'en eusse, d'un sens tout à fait particulier, que mes camarades, dans leur ingénuité, n'auraient pas pu comprendre. Dans ce jour, je ne participais plus jamais au jeu du vilain. Désolé. Car je redoutais l'instant où je devais me précipiter sur Omi et, plus encore, celui où il fondrait sans doute sur moi. Lorsque je pressentais, à certains signes, que l'attaque allait se déclencher, car elle pouvait survenir à l'improviste, à la manière de ces émeutes ou de ces rébellions, qu'un incident insignifiant suffit à faire éclater,
Je me mettais à l'écart du groupe et me contentais de fixer Omi de loin sans bouger même un cil. L'influence d'Omi, cependant, avait commencé à nous contaminer, bien avant que nous n'en ayons pris conscience. J'en veux pour exemple la question des chaussettes. À l'époque, l'éducation destinée à former des militaires minait déjà notre collège et le vieux précepte de l'illustre général Egi Shunkei, une vie saine et spartiate, avait été remis au goût du jour. Nous n'étions pas autorisés à porter des écharpes ou des chaussettes voyantes. Shunkei. Sous ce nom, Mishima dissimule l'identité du général Nogi Marisuke, 1849-1912, un héros de la guerre sino-japonaise, puis russo-japonaise, et l'un des officiers les plus proches de l'empereur Meiji. À la mort de ce dernier, il se suicida rituellement avec son épouse afin de suivre son seigneur dans la mort. Il dirigea l'école des pères, où le jeune Mishima allait faire toute sa scolarité. Ce garçon, le premier à transgresser ainsi les interdits, était doté d'une curieuse adresse à parer ses mauvaises actions du bon nom de rébellion. Il avait décelé aussi, par expérience, à quel point les adolescents ont un faible pour cette esthétique de la rébellion. Devant notre instructeur militaire, un rustre de sous-officier, qui avait tout l'air d'être son subalterne, Omi faisait exprès de prendre tout son temps pour enrouler son écharpe de soie blanche autour de son cou, et, à la manière de Napoléon, exhibait sur son torse les revers à boutons dorés de son manteau. Mais les rébellions d'une foule stupide se limitent, en toutes circonstances, à de mesquines imitations, afin d'éviter autant que possible les risques qui pouvaient en découler. Il ne savourait que le plaisir esthétique de cette rébellion. Nous nous bornions donc à plagier l'esprit d'insoumission d'Omi sur un point, le port de chaussettes de couleur vive. En l'occurrence, je ne faisais pas exception à la règle. Le matin, quand nous arrivions à l'école dans le brouhaha qui précédait le début des cours, nous nous juchions sur nos pupitres pour bavarder. Si l'un de nous entrait dans la classe avec au pied des chaussettes voyantes décorées de motifs nouveaux, au moment de s'asseoir, il relevait avec coquetterie le bas de son pantalon. Aussitôt, on le gratifiait de murmures admiratifs. « Ah, elles sont super chic, tes chaussettes! » Super chic, nous ne connaissons aucune éloge capable d'éclipser celui-là. Mais chaque fois que le mot était prononcé, tous les élèves, ceux qui le formulaient, celui à qui il était adressé, pensaient au regard condescendant d'Omi, qui attendait toujours l'instant où nous allions nous mettre en rang pour faire son apparition. Un matin de beau temps, après une chute de neige, je partis pour l'école, beaucoup plus tôt que d'habitude, car la veille au soir, un ami m'avait téléphoné pour me proposer une bataille de boules de neige. Les nuits durant lesquelles je me morfondais dans l'attente du lendemain, j'étais sujet aux insomnies. Et m'étant donc levé très tôt, j'avais pris le chemin du collège sans tenir compte de l'heure. La neige atteignait à peine le haut de mes chaussures. Avant que le soleil ne se lève tout à fait, le paysage, à cause de cette neige, m'apparut plus lugubre que beau. J'avais l'impression de voir un bandage crasseux dissimulant les plaies ouvertes des rues. Des plaies dont la beauté résume à mes yeux celle des villes. À mesure que le tramway encore vide s'approchait de l'école, je vis par ses fenêtres le soleil qui montait au-delà des quartiers industriels. Et le paysage s'emplit soudain des teintes de la joie. Les cheminées qui dressaient haut vers le ciel, leurs silhouettes sinistres, les ondulations des toits d'ardoises uniformes et sombres, s'effrayaient à l'ombre du rire strident d'un masque de neige éblouissant de lumière matinale. Sur le théâtre masqué de ces décors de neige se jouent souvent des événements tragiques, émeutes ou révolutions. Sous ces reflets neigeux, même le visage livide des passants me faisait vaguement penser à celui de conspirateurs. Quand je descendis à l'arrêt devant le collège, j'entendis le bruit que faisait en glissant du toit de l'entreprise de transport proche de la station de tramway la neige qui fondait déjà. C'était la lumière même qui tombait. Voilà la seule image qui me vint. La lumière, poussant soupir après soupir, se jetait dans les flaques formées sur le béton maculé par la boue des semelles pour y mourir. Par erreur, elle jeta aussi l'un de ses rayons sur ma nuque. Dans l'enceinte du collège, le sol ne portait aucune trace de pas. La porte des vestiaires était encore fermée. Ouvrant l'une des fenêtres de la salle de classe des deuxièmes années au rez-de-chaussée, je me mis à contempler le bois enneigé.
Un sentier partant du portail situé à l'arrière de l'établissement longeait la lisière de ce bois pour remonter ensuite jusqu'au bâtiment où je me trouvais. De grandes empreintes de pas imprimées sur la neige se poursuivaient jusque sous la fenêtre. Puis, faisant demi-tour, elle allait se perdre en biais à gauche, derrière le pavillon réservé aux cours de sciences. Quelqu'un était déjà venu là. Il n'y avait pas de doute. Passant par le portail de derrière, il avait gravi la pente, jeté un œil par la fenêtre de la classe et, constatant qu'il n'y avait personne, était reparti seul, en contrôlant le pavillon des sciences. Presque aucun élève n'empruntait pour entrer dans l'enceinte le portail situé à l'arrière. Omi était de ceux-là, et d'après la rumeur, il arrivait toujours de chez une femme. Mais il ne se montrait qu'au dernier moment, juste avant que l'on se mette en rang. Pourtant, en juger par la taille imposante de ses empreintes, je ne voyais pas qui d'autre ce pouvait être. Je me penchai par la fenêtre pour scruter la terre noire, jeune et fraîche, où les pas s'étaient imprimés. Il s'en dégageait quelque chose de résolu, comme une plénitude de force. Une force indéfinissable qui m'attirait vers les empreintes. J'aurais voulu plonger tête en avant pour l'ouverture et enfouir mon visage dans ses traces. Mais comme d'habitude, mes nerfs moteurs engourdis me servant de protection, je posais d'abord mon sac d'école sur un pupitre, puis m'aidais de mes 4 membres pour grimper avec une extrême lenteur sur le châssis. Les crochets de ma veste d'uniforme, en ripant sur le bord en pierre de la fenêtre, vinrent frotter contre mes côtes frêles, causant une douleur mêlée d'une sorte de douce tristesse. Quand je retombais d'un bond sur la neige, cette légère douleur pinça agréablement ma poitrine, m'emplissant d'une émotion à faire frissonner, car elle avait le goût du danger. Je plaçais délicatement mes snow boots dans les empreintes de pas. Celles-ci m'avaient paru très grandes, étaient presque de la même taille que les miennes. J'avais oublié que l'élève qui les avait laissées devait sans doute lui aussi porter des snow boots très à la mode parmi nous à cette époque. En ce cas, peut-être n'était-ce que les traces d'Omi. Néanmoins, l'idée de suivre ces traces noires, même avec l'angoisse de me dire que mon attente risquait d'être déçue, exerçait sur moi une attirance inexplicable. En l'occurrence, Omi ne représentait qu'une part de cette attente. Peut-être étais-je captif d'une fascination vengeresse à l'égard de la personne qui arrivait avant moi ce matin-là, avait laissé ses marques de pas sur la neige, violant ici un domaine inconnu. Le souffle court, je me mis donc à suivre les traces. Comme on saute de pierre en pierre, je marchais d'une empreinte à l'autre, découvrant dans leur creux tantôt de la terre luisante et noire, tantôt de l'herbe sèche, tantôt de la neige sale et durcie, de la sludge, tantôt une dalle dénudée. Et soudain, je me rendis compte que depuis un moment déjà, je calais mes pas dans les grandes enjambées d'Omi. Une fois traversée, l'ombre projetée au sol sur l'arrière du bâtiment des sciences, je me retrouvais sur la butte située devant la vaste étendue du terrain de sport. La piste de course en forme d'ellipse, longue de 300 mètres, et la pelouse à la surface régulière qu'elle enserrait était uniformément couverte de neige éblouissante. Dans un coin de la pelouse, 2 ormes immenses, serrés l'un contre l'autre, étendaient indéfiniment sous eux leur ombre qui, dans les premiers rayons du jour, semblait ajouter aux nuances du paysage comme une fausse note joyeuse, nécessaire pour sauvegarder la majesté de cette scène. Les arbres géants dressaient bien haut leurs silhouettes délicates, soulignées par le bleu du ciel d'hiver, par les reflets que renvoyait la neige, par les rayons obliques du ciel matinal. De leurs cimes dénudées, des enfourchures de leurs troncs glissaient par instants, pareils à des paillettes d'or, de petits blocs de neige. Décidément, il y a pas mal de neige au Japon, je suis quand même surpris. Le silence était tel que même leur bruissement imperceptible répercutait ses échos à tous les vents, tandis qu'au-delà du terrain de sport, les dortoirs des internes et les sous-bois qui en prolongeaient le fait semblaient encore figés dans un profond sommeil. Ébloui par cette étendue mouvante, je fus incapable, dans un premier temps, d'en distinguer le moindre détail. Le paysage enneigé était une ruine toute fraîche. La lumière et le miroitement sans limite que l'on ne voit qu'aux vestiges de l'Antiquité étaient venus recouvrir cette perte factice. Or, dans un coin de ces ruines, sur une bande de neige d'environ 5 mètres de largeur, des lettres étaient dessinées en majuscules. Le plus près de moi, un rond figurait un O. Ensuite, il y avait un M et plus loin un long I qui n'était pas encore achevé. C'était Omi.
Les traces de pas suivies jusque-là menaient vers le haut, puis passant du O au M pour arriver jusqu'à ce I que le garçon, la tête légèrement penchée par-dessus son écharpe blanche, les mains fourrées dans les poches de son manteau, finissait de tracer en raclant le sol de la pointe de ses snow boots. Son ombre, parallèlement à celle des ormes sur le terrain de sport, s'étirait en toute liberté sur la neige avec une splendide insolence. Sentant le feu me monter aux joues, je tassai de mes mains gantées un peu de neige. Je lançai cette boule. Elle n'atteignit pas Omi. Mais celui-ci, qui venait d'achever son I, tourna les yeux vers moi, sans doute par réflexe. « Hé, oh! » Je craignais qu'il ne me manifeste de la mauvaise humeur, et pourtant, à peine avais-je poussé ce cri qu'emporté par un étrange enthousiasme, je dévalai la pente raide de la butte. Alors, contre toute attente, je l'entendis m'apostropher d'une voix pleine d'énergie, d'un ton cordial. « Hé! Surtout, ne marche pas dans les lettres! Ne marche pas sur les lettres! » À n'en pas douter, il y avait chez lui ce matin-là quelque chose d'inhabituel. Lui qui laissait toujours ses livres de classe dans son casier au vestiaire et ne faisait jamais ses devoirs à la maison, lui qui avait coutume d'arriver à l'école les mains fourrées dans les poches et de se défaire de son manteau d'un geste adroit, juste à temps pour se mettre en queue du rang formé par les autres élèves, comment expliquer qu'il soit venu si tôt, juste ce matin-là, et que non content de tuer le temps tout seul, il m'accueille de ce sourire à la fois cordial et brusque, dont il avait le secret, moi qui traitais d'ordinaire comme quantité négligeable. Et comment j'avais désiré, et combien j'avais désiré ce sourire et l'éclat juvénile de ses dents blanches. Pourtant, à mesure que je m'approchais et que je distinguais plus nettement son visage souriant, mon cœur, oubliant l'enthousiasme qui m'avait fait pousser mon « Eh oh !» se referma sous le coup d'une gêne insupportable. Soudain, la compréhension entravait mon élan. Si Omi souriait ainsi, ce devait être pour masquer la faiblesse d'avoir été percée à jour. Et cette découverte me blessa, plutôt blessa l'image que je m'étais formée de lui jusqu'alors. À l'instant même où j'avais vu son nom, Omi, tracé en énormes majuscules sur la neige, j'avais saisi sans doute de façon à demi consciente toute l'étendue de sa solitude. Saisi aussi la motivation, dont lui-même ignorait les ressorts, qui l'avait conduit à venir aussitôt à l'école ce matin-là. Si mon idole avait mentalement plié le genou devant moi, en prétextant qu'il était là pour faire une bataille de boules de neige, j'aurais été dépossédé d'une chose plus importante que cet orgueil qu'il venait de perdre. La nervosité me tiraillait. C'était à moi de briser le silence. Aujourd'hui, c'est fichu pour la bataille de boules de neige, finis-je par dire. Je croyais pourtant qu'il allait neiger davantage. Ouais. Il prit une expression éteinte. Les méplats puissants de ses joues se durcirent de nouveau, tandis que renaissait sur son visage une sorte de mépris qui me fit mal. Ses yeux, dans leur effort pour ne voir en moi qu'un enfant, se mirent à briller comme toujours d'une lueur de dédain. Je ne lui avais pas demandé la moindre explication à propos des lettres dessinées sur la neige, et en ce sens, une part de moi m'était reconnaissante. Mais je restais fasciné par la violence qui s'imposait pour lutter contre ce sentiment de reconnaissance. Les gants d'enfant, moi, je déteste. Mais même les grandes personnes portent des gants de laine. Pauvre type. Je te dirais que tu sais même pas comment c'est bon de porter des gants de cuir. C'est vrai, des gants de cuir, c'est vraiment nice. Tiens. Et il plaqua soudainement contre mes joues en feu ses gants humides de neige. Je me jetai de côté. Une vive sensation de volupté incendia mon visage, le marquant comme au fer rouge. Je me surpris à fixer mon camarade d'un regard limpide. À cet instant, je fus amoureux d'Omi. Il s'agissait là, si l'on me permet cette expression un peu fruste, du premier amour de ma vie, un amour évidemment lié au désir de la chair. J'attendais en brûlant d'impatience la venue des beaux jours, ou du moins le début de l'été. J'imaginais que cette saison allait me donner l'occasion de voir le corps nu d'Omi. Je caressais aussi un désir plus profond, plus inavouable, celui de voir sa grosse chose. Sur la ligne téléphonique de mes souvenirs, 2 paires de gants croisaient leurs fils. L'une de cuir, l'autre de couleur blanche, et j'y reviendrai plus loin, réservée aux jours de cérémonie. Je me demandais lequel, dans ma mémoire, procédait de la réalité, laquelle de l'illusion. Peut-être les gants de cuir s'accordaient-ils mieux avec les traits d'Omi, taillés à la serpe. Peut-être au contraire, du fait même de ces traits, étaient-ce les gants blancs.
des traits tiraillés à la serpe. J'ai beau employer ces mots, son visage ne laissait d'autre impression que celui d'un jeune homme ordinaire, le seul à attirer l'attention parmi toutes nos figures d'adolescents. Omi était remarquablement bien charpenté, mais en taille, il ne pouvait rivaliser avec les plus grands d'entre nous. Cependant, l'uniforme martial de notre école, inspiré de celui des officiers de la marine, n'avait guère d'allure sur son corps en pleine croissance, alors que lui semblait l'emplir de tout son poids avec une sorte de sensualité débordante. La chair de ses épaules et de son torse se devinait sous le tissu de serge bleu, et je n'étais certainement pas le seul à l'admirer d'un œil plein d'envie et d'amour. Sur son visage flottait en permanence comme un air de sombre supériorité. Sans doute était-ce le genre de sentiment qui s'enflamme à mesure que s'intensifient les blessures. Redoublement, expulsion. J'avais l'impression que pour lui, ces coups du sort étaient le symbole d'une volonté ardente qui débouchait constamment sur l'échec. Une volonté tendue vers quoi? Pour ma part, j'imaginais vaguement que c'était son mauvais génie qui l'aiguillonnait ainsi. Et j'étais sûr qu'il ne savait rien encore de cette vaste conspiration tramée contre lui. Ce visage plutôt rond, au teint foncé, se distinguait par des pommettes saillantes qui lui donnaient l'air arrogant, et par un nez bien fait, charnu mais pas trop proéminent, au-dessus des lèvres minces, mais finement ourlées, et d'une mâchoire puissante. L'ensemble de ses traits semblait irrigué par un trop-plein de sang. On percevait là l'enveloppe d'une âme barbare. Qui aurait pu espérer d'Omi une quelconque intériorité? Tout ce qu'on pouvait attendre de lui, c'est le modèle de cette perfection inconnue que nous avons tous relégué vers un lointain passé. Il lui prenait parfois la fantaisie de venir près de moi pour jeter un œil sur l'ouvrage savant bien au-dessus de mon âge que j'étais en train de lire. En général, en esquissant un sourire vague, je dissimulais mon livre. Non pas parce que j'avais honte, mais parce que tout ce que je pouvais prévoir, dans le fond, il s'intéresse à la lecture, mais il va faire preuve d'incompétence dans ce domaine. Peut-être sa perfection physique, dont il n'a pas conscience, finira-t-elle par lui peser. Toutes ces suppositions m'étaient pénibles. Comme m'était pénible l'idée de ce pêcheur risquait d'oublier son Ionie natale. Pendant les cours ou sur le terrain de sport, je ne cessais de le suivre du regard. Et ainsi, j'ai fini par façonner de lui une vision rêvée, absolument parfaite. Voilà pourquoi je suis incapable désormais de découvrir en l'image qu'il a laissé dans ma mémoire le moindre défaut. Dans des narrations romancées, comme celle-ci, il est indispensable de douter le héros de quelques traits particuliers, de quelques aimables manies qui, montées en épingle, permettront d'insuffler plus de vie au personnage. Mais je ne puis m'extraire des souvenirs que je garde d'Omi le moindre défaut de cette sorte. En revanche, j'étais tiré de lui une En revanche, j'avais tiré de lui une multitude d'autres éléments. Des éléments d'une variété infinie, aux nuances les plus subtiles. En voici quelques-uns, qui définissent pour moi ce qu'est la perfection du vivant. Ses sourcils, son front, ses yeux, son nez, ses oreilles, ses joues, ses pommettes, ses lèvres, son menton, sa nuque, sa gorge, son teint, la couleur de sa peau, sa force, son torse, ses mains et bien d'autres choses encore. M'appuyant sur tous ces éléments, j'en avais éliminé certains et j'étais parvenu à élaborer ainsi une classification de mes goûts. Je ne suis pas teinté d'aimer les intellectuels. C'est à cause d'Omi. Je ne suis pas attiré par des camarades qui portent des lunettes. C'est à cause d'Omi. Je suis amoureux désormais de la force, des impressions produites par un trop-plein de sang, de l'inculture, des gestes brutaux, des propos relâchés et de cette mélancolie barbare propre à ceux dont la chair n'est pas rongée par l'intellect. C'est à cause d'Omi. Et ça, on le voit un peu dans le film Mishima. À un moment donné, on voit que Mishima est obsédé par le culte du corps parfait. Donc ça fait sens avec ce que je viens de lire. Or, dès le début, il me sembla que ces penchants déplacés rendaient logiquement impossible tout espoir de réalisation. Il n'est rien sans doute de plus logique que les pulsions charnelles. Mais pour ma part, dès que je commençais à partager une entente intellectuelle avec quelqu'un, mon désir aussitôt s'étiolait. Il suffisait que je découvre une once d'intelligence chez cet être pour que ma raison et le jugement de valeur qu'elle introduisait prennent le pas sur mon attirance. Dans une relation de réciprocité telle que l'amour, ce que l'on demande à l'autre, celui-ci l'exige aussitôt de vous en retour. Un cœur comme le mien, désireux que l'autre soit inculte, réclamait donc de moi, ne fût-ce que momentanément, une totale révolte contre la raison. Or, quoi que je fasse, j'en étais incapable.
Alors je n'avais d'autre recours devant des hommes au corps non pervertis par l'intellect, petite frappe, matelot, soldat ou pêcheur, ou le mec qui travaillait à ramasser la bouse, on s'en rappelle, que de les regarder longuement de loin avec une froideur passionnée, en prenant soin de ne jamais échanger un mot avec eux. Les régions sauvages des tropiques, dont j'ignorais la langue, auraient sans doute été pour moi les seules où il fait bon vivre. À présent que j'y pense, ma fascination pour les étés ardents de ces zones tropicales, qui semblent bouillir sans cesse de chaleur, était déjà présente en moi dès ma plus tendre enfance. Mais revenons aux gants blancs. Dans mon école, il était d'usage, les jours de cérémonie, de porter des gants de cette couleur. Leurs boutons de nacre jetaient une lueur de mélancolie sur nos poignets. 3 rangs de piqûres méditatives ornaient le dessus, et le simple fait de les enfiler éveillait en nous les impressions liées à ces occasions solennelles. La pénombre de la salle de conférence lors de la cérémonie, la boîte de confiserie de chez Chiosé, reçue au retour, et de ces journées radieuses qui, à mi-course, semblaient sombrer avec des sons clairs. Donc, Chiosé, pâtisserie spécialisée dans les gâteaux japonais traditionnels, au départ pour les monastères bouddhiques. Créée au milieu du 14e siècle à Nara, elle existe encore aujourd'hui. Dès le début de l'époque Meiji, 1868-1912, cet établissement fut désigné par le Bureau des Affaires impériales comme fournisseur exclusif de la cour. C'était lors d'une des fêtes de l'hiver, très certainement l'anniversaire de la fondation de l'Empire. L'une des 4 grandes fêtes officielles de l'année, instaurée dès le 8e siècle à la cour impériale et célébrée à partir de 1914 dans tous les sanctuaires shinto du Japon. Elle avait lieu le 11 février. Ce matin-là aussi, chose exceptionnelle, Omi était arrivé tôt à l'école. Il restait un peu de temps avant l'heure d'aller se mettre en rang. Près du bâtiment principal du collège était installée une poutre à bascule, et l'un des plaisirs cruels des élèves de 2e année était d'empêcher ceux de première année de se balancer dessus. Alors qu'ils méprisaient une distraction puérile comme celle-là, dans le fond, ils y restaient encore attachés et forçant les jeunes à s'écarter, ils affectionnaient de s'y livrer sans s'y impliquer, d'un air mi-figue mi-raisin, ce qui ne faisait qu'accroître leur plaisir. Les élèves de première année avaient formé un cercle pour observer de loin la rencontre brutale entre 2 de leurs aînés, plus ou moins conscients d'avoir un public. Il s'agissait de faire tomber l'adversaire de la poutre qui oscillait à un rythme modéré. Avec la posture de l'assassin, traqué prêt à se défendre, Omi, les 2 pieds bien plantés au centre de la poutre, ne cessait de chercher du regard un nouvel adversaire. Aucun de nos camarades de classe ne pouvait se mesurer à lui. Certains avaient déjà sauté sur la poutre, mais fauchés par les mains promptes d'Omi, ils retombaient aussitôt, faisant crisser sur leurs pas les aiguilles de gel qui étincelaient au soleil du matin. Chaque fois, comme un boxeur victorieux, Omi collait ses 2 poings fermés au niveau de son front, en prodiguant ses sourires aux spectateurs. Et les élèves de première année, oubliant qu'il les avait chassés du jeu, l'acclamaient. Mes yeux suivaient ses mains gantées de blanc. Elles se mouvaient avec fougue, avec une étrange précision aussi. On aurait dit les pattes d'un loup ou de quelques jeunes bêtes sauvages. Parfois, fendant l'air de ce matin d'hiver à la manière d'une empenne de flèche, elle s'abattait sur les flancs de l'adversaire. Parfois, celui-ci retombait fesses les premières sur le sol gelé. Omi, lui, cherchant à rétablir son équilibre menacé au moment où il envoyait valser un adversaire, semblait se contorsionner de douleur sur cette poutre, rendue glissante par le givre qui scintillait faiblement. Mais d'un coup de rein souple, il retrouvait bien vite sa posture d'assassin.